Je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, je reviens à mes acquis. Je voudrais ici parler de la personnalité d'Osei Tutu, le premier Asantehene, le premier roi des Ashanti. Voilà, c'est un aspect assez particulier. Parler de la personnalité d'un personnage historique. Alors, comme je l'ai dit, Osei Tutu a été le premier Asantehene. C'est lui qui est le précurseur, celui qui a créé la Confédération Ashanti. Alors, par certains actes qu'il a posés, on peut percevoir sa personnalité. Voilà, sa personnalité. C'est un aspect aussi de l'histoire. Percevoir la personnalité des personnages historiques. Alors, Osei Tutu, jeune, il était à la cour du roi des Dankira, Boa Ponsem. C'est avec Boa Ponsem que le Dankira a atteint son apogée. Et donc, il était à la cour du roi Boa Ponsem. Et lui, il est le neveu d'Obiri Yeboah, qui était un chef de moindre importance. Il était l'oncle, Boa Ponsem, Obiri Yeboah est l'oncle d'Osei Tutu. Et il dirigeait une petite chefferie de Oyoko, voilà, de Kwamai. Et donc, en fait, c'est comme si Osei Tutu était un peu comme au service du roi Boa Ponsem à la cour. Hein. Comme on dit, bon, d'aucuns disent qu'il était otage. Bon, c'est une façon de parler. Oui, pourquoi pas? Parce que ainsi, le roi Boa Ponsem s'assurait de la docilité de Biri Yeboah. Voilà. Donc, c'est cela. Alors, quand il était à la cour, qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, c'est ce qui fait que les Dankira ont créé un texte tambourinais où ils disent hein, Kotoko est serviteur d'Aponsem. Kotoko somme Aponsem. Pour dire que Osei Tutu, hein, qui a créé la Confédération Ashanti, dont le symbole est le porc-épic. Kotoko, c'est le porc-épic. Somme serviteur à Ponsem, Boa Ponsem. Donc, c'est dit que Osei Tutu a été serviteur de Boa Ponsem. Voilà, ça c'est un texte tambourinais que les Dankira ont conçu. Alors, quand il était à la cour, lui et une princesse Dankira, c'est-à-dire une jeune dame, une jeune fille qui était de la famille royale du Dankira, qui est du clan Agona, alors qu'Osei Tutu, lui, il est du clan Oyoko. Ce sont des matriclans. J'ai fait des enseignements sur ces matriclans. Vous pouvez les regarder. Et puis, les deux sont tombés follement amoureux l'un de l'autre. Mais, qu'a fait Osei Tutu? En principe, s'il est amoureux de cette jeune fille, il devait simplement lui demander la main de la jeune fille, la demander en mariage. Or, il ne s'est pas embarrassé de cela. Hein? La passion était tellement forte, donc voilà encore un des aspects de sa personnalité. La passion était tellement forte qu'il a commencé à avoir des relations sexuelles avec Doma Akosua. Ah oui, c'est ça, il a commencé à avoir des relations sexuelles avec Doma Akosua. Sur ces entrefaits-là, Doma Akosua est tombée enceinte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a fui la cour du roi Boa Ponsem. Il a fui la cour du roi Boa Ponsem. Voilà. Pour ne pas se faire, peut-être, je ne sais pas, il craignait évidemment peut-être des représailles, etc. Et où il est parti en Akwamu. Là encore, ça révèle un des aspects de sa personnalité. Pourquoi il est parti en Akwamu? Parce que c'est là-bas que se trouvait son esprit protecteur. L'esprit qui le protège se trouve en Akwamu. En effet, lui-même, sa mère avait un problème de stérilité. Et donc, elle a quitté la chantier et puis elle allait se faire soigner en Akwamu. Auprès des prêtres traditionnels d'un esprit qui s'appelle Tutu Abo. C'est un rocher en fait. Cet esprit est représenté par un rocher. Cet esprit s'appelle Tutu Abo. Et il est dit que c'est grâce à cet esprit-là que sa maman lui a donné naissance. Que, bon, cet esprit voilà, a permis que sa maman tombe enceinte et que Osei Tutu naisse. Son nom c'est Osei, mais le Tutu vient du fait que hein, c'est en reconnaissance de l'esprit Tutu Abo qui est en Akwamu qu'il a été appelé Osei Tutu. Tutu, voilà. Par rapport à l'esprit Tutu Abo, hein, dont le sanctuaire est un rocher. Voilà, donc il est parti là-bas pour lui se protéger.
auprès de son esprit protecteur, Tutu Abo. Et c'est comme ça qu'il a fait la rencontre justement de Okomfo Anokye, qui est un prêtre traditionnel. Est-ce que Okomfo Anokye lui-même rendait un culte à l'esprit Tutu Abo? C'est possible. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et ils se sont liés d'amitié. Ce sera là encore une amitié très forte. Et quand son oncle Obiri Yeboah va décéder, il va être choisi pour lui succéder. Et qu'est-ce qu'il fait? Bon, le roi de l'Akwamou va mettre à sa disposition, je crois, environ 70 guerriers pour le protéger. Voilà, 70 guerriers. Certains sont allés parler de 700 guerriers. Non, un royaume guerrier comme Akwamou ne peut pas se débarrasser de 700 guerriers. Non, c'est 70 guerriers pour le protéger. Voilà, c'est là qu'ils vont former la chefferie d'Adoum, qui veut dire l'armée. Et, justement, son ami, Okomfo Anokye, va l'accompagner. Et c'est ainsi qu'il va succéder à son oncle Obiri Yeboah. Et là encore, qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'il va penser à la création de la Confédération Ashanti. Dans un premier temps, il s'est appuyé sur les chefferies qui sont dirigées par des clans Oyoko, c'est-à-dire des matriclans identiques à celui même de son matriclan. Des chefferies dirigées par des Oyoko, comme lui-même il est Oyoko. Voilà. Notamment Djoaben, Bakwai, quelques chefferies encore. Ils sont tellement nombreux. Aden Kemnaiso, etc. Voilà. Mais aussi, va s'allier à ceux qu'on considère comme les oncles maternels, c'est-à-dire les Wofa, des Oyoko, c'est-à-dire les Odako, ou appelés Adako, notamment qui dirigent Nsuta. Voilà. Et puis aussi, il va tout faire pour obtenir l'appui de la grande chefferie de Mampon, qu'on appelle Asante Mampon, pour disperser. Il y a beaucoup de localités qui prennent le nom de Mampon, donc on dit Asante Mampon pour distinguer. Et ceux-là, anciennement, ils ont eu un conflit avec les Oyoko, notamment dans la Dansée, dans la zone d'Asante Manso. Parce qu'il y a un chef à Ashanti qui est, disons, peut-être un arrière grand-père d'Osei Tutu qu'on appelle Kwabia Manfi. Une de ses femmes était du clan Tena. Et le jour où Kwabia Manfi, en principe, devait passer la nuit avec elle, il ne l'a pas fait. Voilà. Il a préféré aller avec une autre de ses femmes. Et cette femme-là, du clan Tena, mécontente, l'a émasculée. Et ça a énervé les Oyoko qui ont massacré les Tena qui étaient dans le village. Et comme le clan dirigeant de Asante Mampon est un clan, en fait, Tena, il leur a dit, vous entrez dans l'alliance avec moi. Oubliez le nom Tena, n'utilisez plus le nom Tena parce que ça rappelle les conflits que nous avons eu anciennement. Prenez un autre nom. Vous voyez? Ça encore, ça rappelle un des aspects de la personnalité d'Osei Tutu. Il veut que ce conflit-là soit abandonné et que ce soit oublié. C'est comme ça que la chefferie de Asante Mampon, qui va devenir une chefferie importante parce que c'est le chef d'Asante Mampon qui est le chef le plus important après la Santéhine lui-même. Et ils vont prendre le nom de Bretou. Ils vont abandonner le nom Tena pour prendre le nom de Bretou. Vous voyez, c'est cela. Autre aspect de la personnalité d'Osei Tutu, lui-même, il se battait sur le terrain. Il était sur le terrain des opérations. Ah, c'est ça. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'en octobre 1717, il est décédé. Voilà. Et son corps a été emporté par les eaux du fleuve Pra. On n'a pas retrouvé son corps. Parce que lui-même, c'était un guerrier. Il était sur le champ de bataille. Vous comprenez? C'est cela. C'est ça, l'une des personnalités. C'était vraiment un guerrier engagé. Hein, surtout qu'en ce moment-là, il était en guerre contre deux royaumes Hachem. Le royaume Hachem Abouakwa, dirigé par des Asuna, et puis le royaume Hachem Kotoku, dirigé par des Agona, c'est-à-dire des gens, ces Agona-là, c'est une branche collatérale de la famille royale du Dankira, vous voyez. Et certains Dankira qui ne voulaient pas se soumettre à l'Ashanti, alors qu'ils ont été vaincus en 1701, ils sont allés dans l'Hachem pour pouvoir résister et continuer de faire la guerre à l'Ashanti. Et c'est comme ça. Si bien que d'ailleurs, cet événement fait que quand le roi des Ashanti va passer le pont qui enjambe, je peux dire, le Pra, on lui bande les yeux pour ne pas qu'il voie les eaux du fleuve qui ont emporté son 1807 Osei Tutu. Mais, bon voilà, j'approche déjà les 10 minutes. Mais un aspect important encore de sa personnalité, il est resté amoureux de Doma Akosua. Et quand il est devenu Asantehene, roi puissant, il a été obligé de quitter son royaume. Il a quitté 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 son royau
il s'est marié maintenant à Doma Akosua. Enfin, il a contracté mariage avec Doma Akosua. Ils se sont mariés, ils sont devenus époux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis aux enfants qu'il a eus avec Doma Akosua, donc ils sont en fait des enfants du Nia royal d'Ankira, de créer une chefferie en Ashanti. C'est la chefferie de Nkawé. La chefferie de Nkawé. Donc si on veut voir, on peut dire que le tabouret royal d'Nkawé, c'est un tabouret fils de tabouret royal des Ashanti. Donc, en fait, voilà, c'est comme si les dirigeants d'Nkawé, ils sont un peu comme... sont les enfants d'Osei Tutu. Voilà, sont les enfants de la famille royale Ashanti. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un de fidèle. Il a aimé Doma Akosua jusqu'au bout. Leur amour de jeunesse était un amour véritable. Il l'a épousé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis aux enfants qu'il a eu avec elle de créer une chefferie en Ashanti. La chefferie d'Nkawé. Voilà. Donc, cette branche collatérale de la famille royale d'Ankira est en Ashanti, ils sont en Nkawé. Je crois que dans l'histoire, c'est un seul membre de la famille royale en Nkawé qui a pu devenir d'Ankira Hene, c'est-à-dire qui est monté sur le grand trône d'Ankira. Voilà un peu présenter la personnalité d'Osei Tutu. Peut-être que je ferai d'autres enseignements, conférences, pour montrer la personnalité de certains rois, de certains personnages historique, parce que quelquefois on se contente de raconter les événements comme ça et on ne met pas l'accent sur ce qui peut faire clore et voir la personnalité du personnage historique. Je viens de le faire pour Osei Tutu.